bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Je tiens à remercier la directrice du laboratoire, Madame Slab, pour m'avoir invité et l'honneur qu'elle me fait. Voilà. Je compte intervenir aujourd'hui avec une communication en fait. Une communication, c'est-à-dire qui concerne, qui vous touche, puisqu'elle traite du sport. Et une autre communication en fait, qui traite de la méthodologie de présentation de l'exposé oral, d'une présentation orale d'un travail de recherche ou d'un travail académique et universitaire. Je m'exprime en français. Je voudrais juste préciser aux étudiantes et aux étudiants qui sont présents ici que, vous savez, en fait, c'est les mêmes notions. La méthodologie est la même. Hein? Qu'elle soit en arabe, qu'elle soit en français, qu'elle soit... c'est-à-dire, la langue d'explication, ne vous fiez pas trop à la langue. Mais les idées, les principes, d'accord? Les principes, les préceptes sont les mêmes. Et c'est juste de me suivre pour que vous puissiez comprendre. Donc, on commencera par une communication intitulée « Le sport comme pratique vectrice de compétences transversales favorisant l'insertion professionnelle et l'employabilité ». Une question très importante. Je ne suis pas une experte dans le sport. Hein. Je me permets d'intervenir en tant que doctorante aujourd'hui, s'intéressant de plus près aux compétences transversales. Et en fait, à la question du développement de ces compétences chez les étudiants, hein, et en tant que didacticienne, hein, je m'intéresse à l'enseignement-apprentissage en fait de ces compétences. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai nulle prétention de me mêler d'une spécialité en fait, d'un objet d'étude, sans que je sois spécialiste. Et en fait, une variable de mon sujet de doctorat a fait que je fasse une découverte très intéressante et que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Hein. Donc, à l'heure de la mondialisation, les universités doivent répondre aux attentes de la société civile et du monde économique en équipant les futurs candidats au poste de compétences les rendant aptes à faire face à la complexité des différentes situations induites par les changements en cours. Ces compétences, qu'elles soient d'ordre académique et technique, ce qu'on appelle les hard skills, hein, ou les compétences dures, ou d'ordre humain et éthique, soft skills, ce qu'on appelle en français les compétences humaines, ou atypiques, appelées med skills, ou compétences fun, hein, atypiques. Elles doivent figurer dans les formations des universités contemporaines. Donc, le terme hard skills, soft skills ou encore med skills sont nouveaux et novateurs dans le supérieur, puisqu'ils sont issus du travail, du monde du travail. Leur usage est étroitement lié à l'un des objectifs phares que s'est donné le système LMD, celui de délivrer des diplômes à forte valeur marchande, garantissant ainsi une meilleure insertion professionnelle des futurs postulants. Nous tâcherons, dans la présente communication, de lever le voile sur les objets auxquels se réfèrent les différentes terminologies, en nous basant sur notre article intitulé les skills supérieurs, approche conceptuelle et aspects méthodologiques, publié dans un ouvrage collectif intitulé Vers l'andragogie des hard skills et des soft skills, hybridation et contexte d'émergence en 2021. C'est un article qui a été publié en 2021 dans un ouvrage collectif sous la direction de Madame Imen Djouti. Donc, à l'époque déjà, en plein confinement, on s'intéressait à ces compétences et on essayait en fait de les introduire dans les curricula de formation, dans les programmes de formation. Alors, je vais vous expliquer par la suite quelle est la relation entre la pratique sportive et ces skills. Donc, la compétence est au cœur des politiques de recrutement et est à la base du système LMD. Cet élan d'intérêt accordé à la notion de compétence dans les discours exprime nettement les attentes de l'économie et de la société civile de disposer d'hommes et de femmes qui, à l'issue de leur formation, soient capables d'accomplir différentes tâches relatives à leur future fonction, en se montrant perspicaces et efficients une fois sur le terrain. Donc là, la notion de compétence, elle est très importante. Hein?
la notion de compétence, elle est très importante. Elle représente l'enjeu de tous les secteurs et elle appelle en fait la mobilisation de tout le monde. De nos jours, les établissements, écoles, instituts et universités contemporaines se rattachant à l'enseignement supérieur se voient consentir plus d'efforts pour satisfaire ces attentes. Hein? Donc, en se mettant dans un état de disponibilité par l'adoption d'une nouvelle stratégie, hein, qui leur permettra d'accomplir pleinement leur fonction utilitaire au sein de la société. Donc, il revient à nous, il revient en fait à l'enseignement supérieur, aux chercheurs, de penser à une logique, n'est-ce pas, de présentation des contenus qui puissent répondre à l'objectif du système LMD, qui est d'assurer l'employabilité et l'insertion professionnelle des apprenants. Donc, compte tenu de toutes ces considérations, notre travail s'inscrira dans le champ de la pédagogie du supérieur. Donc, excusez-moi, juste qu'on revienne. Bon, pour le plan, donc, il y a la question principale, hein, qui a nourri cette communication, ainsi que les hypothèses, les objectifs de cette communication, quelques apports théoriques sur la notion de compétences, notamment celle de compétences transversales, les 3 catégories de compétences et la pratique sportive sur le CV ou dans le CV. Donc, la question principale qui a nourri ou qui a donné lieu à cette communication consistait à me demander comment, ou bien de savoir si la pratique sportive contribue réellement à l'insertion professionnelle des apprenants, futurs candidats au poste, en participant à leur employabilité. Et si c'est le cas, par quels moyens? C'est-à-dire comment le sport, qui est une simple pratique physique, pourrait aider l'apprenant plus tard à trouver un poste ou à être recruté dans une boîte ou de trouver une place, par exemple dans une entreprise. Et je me suis demandé aussi comment devrait-on alors enseigner, si c'est le cas, si le sport permet l'apprenant, permet l'employabilité chez l'apprenant, dans ce cas-là, comment devrait-on alors enseigner le sport? Sur quelle base? Selon quel objectif? Dans ce cas-là, le sport ne sera plus qu'une pratique physique, mais doit répondre à des objectifs. Donc, les hypothèses émises sont comme suit. Donc, la pratique sportive comptée parmi les med skills comme compétences folles serait très recherchée par les recruteurs et les agents de recrutement à l'échelle internationale. Hein? Car la pratique sportive permet de développer chez le futur candidat au poste des compétences appelées compétences molles, souples, douces ou encore compétences informelles, essentielles et nécessaires à l'activité professionnelle. Et que la pratique sportive devrait donc être enseignée dans les établissements scolaires et universitaires en fonction des compétences molles, hein, qu'elle permet de développer chez l'apprenant et non uniquement dans un but compétitif. C'est-à-dire l'objectif dans ce cas-là, si on suit la majorité, je ne sais pas, dans le cadre de cette école, les apprenants, c'est-à-dire je ne sais pas combien d'apprenants compte cette école, mais si l'on compte le taux d'athlètes de haut niveau, hein, qui sortent de cette école comparé, c'est-à-dire aux coachs, aux entraîneurs, aux profs de sport, donc il est minime comparé à cette catégorie. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est cette deuxième catégorie. En fait, c'est la majorité. C'est les apprenants qui sont appelés à coacher, à entraîner, à enseigner le sport. Donc comment, dans ce cas-là, qui seront plus tard injectés dans le cadre scolaire, comment la pratique sportive devrait être enseignée. Donc non pas que pour l'activité elle-même physique, mais pour développer d'autres compétences. Il faudrait schématiser, il faudrait qu'il y ait un programme, hein, il faudrait décider de compétences, hein, qui sont nécessaires pour essayer de coordonner, pour essayer de joindre, d'allier, disons, la formation à l'objectif du système, de l'approche par compétences et du système LMD. Hein. Donc, les objectifs de cette recherche est d'apporter un éclairage sur la pratique sportive en sa qualité de compétence transversale complète, sollicitant et permettant de travailler notre compétence transversale chez les futurs candidats au poste, d'apporter des éclaircissements sur la relation unissant la pratique sportive avec l'enseignement
socio-professionnelle des jeunes et leur employabilité, et en dernier, en tant que didacticien s'intéressant à la conception des programmes et des référentiels de compétences, de vous fournir des assises conceptuelles et méthodologiques qui pourraient servir plus tard les référentiels de compétences au sein de l'école. Au sein de l'école et même en dehors de l'école pour les futurs enseignants. Quelques apports théoriques. Il faudrait expliquer qu'est-ce qu'une compétence. Donc il y a des auteurs, des spécialistes qui ont tenté d'expliquer ce qu'est une compétence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'accorder sur une définition du terme. Mais ce que je pourrais vous dire en entreprenant des lectures poussées sur la notion de compétence, je pourrais vous dire que la compétence est un principe, est une formule qu'on active dans une situation problème. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ou pas. Donc, exactement, c'est un comportement, c'est une réaction à un problème dans lequel à une situation, problème dans lequel on se trouve. Et bien sûr, ce n'est pas un comportement automatique, il diffère, c'est un principe. Donc c'est en fonction du contexte, en fonction des données du contexte. Voilà, adapté au contexte, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'une compétence transversale? On a rajouté déjà au terme de compétence le terme transversalité c'est-à-dire qui rend davantage difficile la conceptualisation de ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'une compétence transversale? C'est une compétence en fait qui ne concerne pas une seule discipline. C'est une compétence qu'on peut transférer ailleurs, dans d'autres contextes. Donc, pas uniquement dans le contexte éducatif, par exemple, un geste de tenir pour le tennis, quelqu'un, un tennisman, le geste de tenir, par exemple, comment on appelle ça? La raquette, merci beaucoup. La raquette, donc, on peut transférer ce geste-là dans d'autres situations qui nous demandent, en fait, je ne sais pas, peut-être pour nettoyer un tapis, qui sait, excusez-moi pour l'exemple, mais c'est l'exemple que je trouvais. Donc, c'est cela, ce sont des compétences qui ne concernent pas uniquement une discipline, mais qu'on peut transférer dans différentes situations. Pour notre part, une compétence, et notamment une compétence transversale, est de l'ordre du système D, prise en son sens de locution populaire, désignant la capacité d'une personne à s'adapter rapidement et à improviser pour résoudre des problèmes. Le D fait référence à la débrouillardise. On dit, il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce système D, n'est-ce pas, qui n'ont pas un poste stable ou un travail stable, mais ils vous disent, voilà, le système D, on se débrouille. C'est la compétence. On est en plein dedans. Donc, ce sont des gens qui sont compétents, c'est-à-dire qui arrivent à résoudre des problèmes de vie pour survivre, pour avoir de l'argent, grâce à leurs compétences, grâce à ce savoir-faire. Donc, on va parler un petit peu des 3 catégories de compétences sollicitées en contexte professionnel. Et là, on entre un petit peu là, on est en train de nous approfondir. Les 3 catégories de compétences sollicitées en contexte professionnel. Alors, il y a les compétences disciplinaires précises, il y a les compétences transversales. Alors, pour les compétences disciplinaires précises, ce sont les compétences dures, c'est-à-dire qui renvoient à ma spécialité. En tant que didacticienne, j'ai des tâches que je devrais maîtriser. Il faudrait que je sois compétente dans ma discipline. Vous voyez, c'est des compétences très techniques, scientifiques, techniques. Elles correspondent à un savoir technique obtenu suite à des études scolaires, universitaires ou professionnelles. Maintenant, on va parler un petit peu des compétences molles, des soft skills. Vous voyez, dans l'hémisphère droit et le gauche, qui concerne les compétences disciplinaires, l'hémisphère droit qui concerne les soft skills ou les compétences molles. Qu'est-ce que les compétences molles? Elles correspondent au caractère, aux qualités personnelles du candidat. Elles se manifestent sous forme des comportements positifs face aux aléas rencontrés dans le contexte socio-professionnel. C'est-à-dire que ce sont des qualités atypiques, c'est des qualités qui ne pourraient se retrouver qu'à mon niveau, qu'au niveau d'un individu. Par exemple, savoir communiquer, savoir gérer son temps, n'est-ce pas, savoir gérer le stress, la capacité à collaborer avec d'autres personnes dans le cadre d'un projet. Donc ce sont des compétences personnelles.
FOL ou les med skills. Donc là, elle renvoie au hobby, au passe-temps, aux passions, au centre d'intérêt des candidats. Alors la pratique sportive se trouve à ce niveau. Donc s'inscrit dans la troisième catégorie des compétences, les compétences FOL ou les med skills. Donc on va parler de ces compétences. On a les compétences FOL et les compétences FOL. Moi, je considère, en tant que didacticienne et en tant que chercheur dans la question des compétences, je considère les compétences FOL ou les med skills comme étant des pratiques. Et les compétences FOL comme étant des vraies compétences. Hein, des vraies compétences qu'on peut trouver sur le plan cognitif et métacognitif. Donc, il y a, pour les compétences FOL, il y a l'activité artistique, il y a le bénévolat et le volontariat et la pratique sportive. Alors, la pratique sportive permet de développer des compétences FOL. En pratiquant le sport, par exemple, on peut développer la confiance en soi, on peut par exemple développer la détermination, la coopération, la résolution des problèmes, la prise de décision, l'adaptabilité, la gestion du temps, la gestion du stress. Vous voyez ce que le sport permet de développer chez l'individu sur le plan individuel et personnel. Donc le sport dorénavant, normalement, il doit être, c'est-à-dire, en fonction des résultats de cette recherche, il faudrait dans ce cas-là trouver une autre logique, une stratégie pour que le sport soit enseigné pour ses qualités, pour développer ces sous-compétences qui sont très recherchées par les recruteurs. Parce que si vous vous présentez par exemple à un poste de travail, il y a des milliers, par exemple un recruteur, il va y avoir des milliers de personnes avec le même CV. Le recruteur, est-ce qu'il cherchera ou est-ce qu'il vous dira, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence chez vous? C'est-à-dire, quel est le point qui est en plus, qui n'est pas chez les autres candidats et qui se retrouve juste à votre niveau? Hein? Il cherche cette plus-value qui pourrait, je ne sais pas, apporter un grain de sel à son équipe, quelque chose de nouveau au sein de son équipe. Donc, l'enjeu est là. L'enjeu de l'enseignement du sport est là. Donc la pratique sportive dans le curriculum vitae, le sport, Barbus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le sport a depuis quelques années une place particulière dans les curriculums vitae. Ainsi, certaines entreprises et cabinets de recrutement établissent une corrélation entre l'activité choisie, l'activité sportive choisie, et la personnalité du candidat ou du postulant. Considérée comme porteuse de sens, la rubrique extra-professionnelle, la dernière rubrique du CV, est ainsi envisagée comme un véritable indicateur de la personnalité individuelle du postulant. Donc, la rubrique centre d'intérêt qu'on trouve à la fin du CV permet de montrer le caractère singulier, atypique, original de sa personnalité, pouvant conduire à une appréhension, à une résolution des problèmes, etc. C'est-à-dire que le recruteur va deviner, en analysant, en étudiant cette rubrique-là et en voyant que le postulant pratique déjà une activité sportive, a déjà des données sur sa personnalité. Donc, donc ça corrobore. Il y a une expression très intéressante de Michel Baravel qui disait « Les recruteurs aujourd'hui cherchent des corsaires, des leaders. Ne cherchent pas, car ils se distinguent des rameurs. » Vous voyez, en faisant du kayak, il y a celui qui dirige, n'est-ce pas? Il y a celui qui rame. Donc là, on cherche des pilotes, des leaders, des gens qui entreprennent. On ne cherche pas des rameurs qui se fondent dans la masse. Et c'est la même chose pour les med skills. En fait, on cherche des personnes qui ont des compétences rares et qui peuvent se distinguer des autres candidats. Voilà. Donc, la bibliographie pour mes chers étudiants et étudiantes présents ici, parce qu'un travail de recherche, ça rejoint un petit peu la méthodologie de présentation d'un travail de recherche, il faut toujours citer sa bibliographie à la fin. Et c'est en fait le contenu de ma deuxième communication, présentation orale d'un travail universitaire et un travail académique. Merci beaucoup pour votre attention.